Au sein du bloc opératoire, de son arrivée en sas de transfert jusqu'à son départ de la SSPI, le patient est pris en charge par une équipe pluriprofessionnelle. Le principe d'asepsie progressive prévaut aux modalités d'organisation et de fonctionnement du plateau technique afin d'assurer la sécurité de la prise en charge du patient tout au long de son passage dans le secteur à haut risque infectieux. Le respect des fondamentaux en hygiène, zéro bijoux, hygiène des mains, tenue appropriée, port des gants dans le respect des précautions standards, reste une priorité au sein d'un secteur à risque infectieux élevé. Si la tenue professionnelle ne pose en général pas de problème particulier, un effort doit encore être consenti sur les modalités de port et de gestion du masque chirurgical. Il fait encore très souvent l'objet de multiples manipulations sans qu'une hygiène des mains n'y soit associée. En outre, il n'est pas encore porté systématiquement en salle d'intervention en dehors de la présence du patient. Aux abords des salles d'intervention, l'observance de l'hygiène des mains par friction pourrait encore être favorisée par la mise à disposition de distributeurs muraux à proximité des entrées de salle, mais aussi au sein des locaux annexes comme les arsenaux ou des espaces administratifs. Concernant les pratiques de désinfection chirurgicale des mains par friction, il est encore important de rappeler aux équipes médicales et paramédicales qu'il s'agit de la technique de référence, en insistant sur la dissociation du temps de lavage et du temps de friction avec le produit hydroalcoolique. Les pratiques d'antibioprophylaxie contribuent fortement à la réduction du risque d'ISO. Elles font l'objet d'un référentiel reconnu et des évaluations sont conduites par la majorité des établissements chirurgicaux. Les pratiques évoluent positivement et l'axe de progrès le plus fréquent concerne le délai d'injection d'antibiotiques avant l'incision. Le respect de ce délai de 30 minutes est fortement dépendant des organisations mises en place et de la qualité de la communication entre le service d'hospitalisation et le bloc opératoire. L'exhaustivité de la traçabilité de l'injection constitue aussi une piste d'amélioration. Une fois le patient installé en salle, la préparation cutanéo-muqueuse est réalisée le plus souvent en 5 temps en application des protocoles en vigueur au sein des établissements. Cependant, alors qu'un protocole généraliste existe, peu d'établissements disposent de protocoles de préparation précisant le choix et les modalités d'application des antiseptiques par spécialité et voie d'abord. Cela constitue un écueil qui pourrait être comblé en déterminant collégialement quelles sont les spécialités ou les actes pour lesquels la détertion devrait être systématiquement maintenue. Si le concept de salle vide tend à être respecté, on observe encore des pratiques susceptibles de perturber les flux d'air en salle. Les matériels mobiles sont encore positionnés devant les bouches de reprise du système aérolique et les allées et venues en cours d'intervention restent fréquentes. Concernant ce dernier point, le soin apporté à la préparation du matériel nécessaire à chacune des interventions apparaît fondamental dans la mesure où les besoins en matériel péropératoire sont source de désorganisation. Sur un plan technique, le réchauffement actif des patients est effectif dans la majorité des spécialités. Il n'est pas forcément perçu comme un élément de la prévention des infections du site opératoire. La question des modalités de stockage des dispositifs médicaux, boîtes de chirurgie, dispositifs médicaux implantables et même matériel biomédical, est évoquée régulièrement au cours des visites. Des retours d'expérience des équipes, il apparaît essentiel que les besoins en locaux de stockage soient en adéquation avec les besoins des spécialités et qu'idéalement un travail de simulation des flux soit effectué en amont de la construction ou de la rénovation des blocs. Dans leur grande majorité, les circuits de traitement des dispositifs médicaux stériles existants sont conformes aux bonnes pratiques. Les axes d'amélioration préconisés portent sur la gestion des risques inhérents à la prise en charge des DM souillés, en particulier sur leur conditionnement et leur transport, et sur les conditions de stockage des DMS au sein d'arsenaux sous-dimensionnés. Sur un plan plus général, il est fréquent de relever la présence de matériel détérioré pourtant indispensable au positionnement des patients en père et post-opératoire. Grâce à un plan de renouvellement annuel formalisé, ces dispositifs devenus impossibles à entretenir ne risqueraient plus de constituer des réservoirs de micro-organismes. Le bionettoyage fait partie intégrante des mesures concourant à limiter le risque infectieux, à condition toutefois de respecter les temps nécessaires à sa réalisation et au reconditionnement des salles. Associées à la surveillance microbiologique périodique, les démarches de formation et d'évaluation régulière de la prestation bionettoyage contribuent à maîtriser les éventuels réservoirs environnementaux au sein des salles et à renforcer la sensibilisation aux risques des professionnels en charge de l'entretien. Enfin, lorsqu'une déviance des bonnes pratiques d'hygiène existe, elle peut être en partie liée à un contexte architectural défavorable. Absence de douane clairement identifiée, dégradation des locaux, configuration générale inadaptée à l'activité, encombrement des circulations. L'architecture des blocs opératoires est donc susceptible de conditionner la maîtrise de l'application des principes de l'asepsie progressive. Si les architectures à double circuit peuvent poser des problèmes de vétusté, en particulier en termes de performance du traitement de l'air et de matériaux, les blocs plus récents ne sont pas exempts de contraintes pouvant avoir un impact significatif sur l'organisation du travail et par là même sur la sécurité de prise en charge des patients.